Une balade en montgolfière, un tour sur les mers avec des nouvelles d'un navigateur qu'on aime beaucoup et qu'on suit depuis plusieurs mois maintenant sur la Grande Plage. C'est Arnaud Guest qui vient de se lancer dans la course autour du monde, la GGR. De la musique australienne également. Et une série coup de cœur dont on souhaite vous parler avec un quiz musical. Cette puissance d'émotion, de son, d'image. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les rapports humains. Tous les gens qui font du doublage sont des comédiens. Je suis pas flic, je suis plombier. Et en plus, à côté de ça, on va pouvoir avoir un vrai échange. C'est plus qu'un cinéma, c'est une famille. On doit faire du sport pour aller au-delà de soi-même. They're actually really gentle and loving with humans. On a tout pour être bien, pour être heureux. C'est un moment magique qui reste dans la tête pendant des années en fait. Bonjour Chiara, Florence. Bonjour tout le monde. Bonjour Thomas depuis Melbourne. Bonjour Fabien, bonjour Letty et buongiorno Chiara. Tu peux le refaire, ça s'il te plaît, buongiorno Chiara. Et peut-être on dit Chiara plutôt que Kaira. On va le refaire. Kaira, bonjour Kaira. En fait, ça va racaille. Alors commence. Bon, comment ça va les amis ? Bon, ça va bien et toi ? Ça fait longtemps ? Oui, ça fait exactement, je crois, autour de... 17 exactement, mois. à peu près 5 mois, qu'on s'est pas retrouvés tous ensemble dans ce charmant podcast. Je crois savoir, Thomas, que tu as fait un détour par la France. Et oui, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu la famille, les amis, et ça fait du bien d'être rentré un peu en France. Je suis très content d'être rentré aussi en Australie. Oh, ça va, je vais pas faire de French bashing, c'est pas bien de faire ça. Non, j'étais très content, bien mangé, bien bel accueil, bonne vibe, bonne ambiance, bonne musique aussi, du jus, la non, c'était... J'ai apprécié, c'était très bien, très bien. Je note que nous ne comptons pas parmi les amis. Je suis sincèrement désolé. Alors oui, on devait se voir, on devait faire la fête et tout, mais c'est voilà. Ouais, on t'a pas trop vu du côté de la Vendée. Ouais, on vient en septembre 2023. On a déjà fait, on est limite en train de réserver les billets. Dès que ça ouvre, on prend les billets, on vient en septembre. S'il n'y a pas de pandémie ou de guerre nucléaire, ce sera avec plaisir. Ah si Poupou il s'énerve pas, ça va bien se passer. Poupou. Et toi, Chiara, bon à Florence, comment ça se passe ? À gauche toute ? Ouais, c'est une expression que je connaissais pas, mais... À gauche toute. C'est le cas de le dire. Ouais. Mais on avait dit qu'on parlait pas de politique dans ce podcast. Non, c'est vrai. Que des trucs drôles. Oui, ça peut être drôle aussi, remarque. Ça dépend pour qui. Oui, surtout certaines vidéos. Je pense que vous les avez vues. Celle des mélons. L'avantage, c'est que l'Italie est instable politiquement, donc ça peut ne pas durer très longtemps, cette affaire. Exactement. On croise les doigts. Peut-être l'affaire de 3 mois. Après, vous aurez Berlusconi à nouveau. Finalement, Berlusconi. Il est plus tiré que la reine d'Angleterre. Ouais, tu m'étonnes. Oh, non. Ah, ça, non. Attention, pas de plaisanterie sur la reine, dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle devient. Bon, toi, Chiara, t'as profité de l'été pour te rendre dans une grande et belle démocratie également, la Turquie. Oui, je cherche toujours quelque chose, tu vois, qui est proche de mon expérience ouais, c'est bien. Ouais. 3 semaines en Turquie, je me suis un peu baladée. T'es allée où ? J'ai fait un truc assez classique. Je suis restée quelques jours à Istanbul, 5 jours à Cappadoce, et puis je me suis baladée sur la côte sud, sur la côte Méditerranée, parce que je suis italienne, l'été, je peux pas faire sans la mer. Et t'as profité de ton voyage pour faire un petit tour en montgolfière. Oui, quand j'étais en Cappadoce. Donc en fait, je suis arrivée Et tu t'es dégonflé. Ça semble ça. Alors, en fait, je voulais pas le faire le tour en montgolfière, comme vous l'avez compris par le son que Fabien vient de nous faire écouter. C'est parce que je me suis dit, c'est un peu comme la gondole à Venise, ça va être un truc super touristique, je vais pas aimer, machin. Donc j'étais un peu snob, mais finalement c'est un truc magnifique, mais vraiment super. Aussi peut-être parce que je m'attendais à rien. Et du coup, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on vient te chercher à 4h du matin, tu montes dans un petit bus et on t'amène au milieu de cette petite ruelle noire. Donc tu traverses un peu la ville et puis tu te retrouves toujours dans le noir avec des gens que tu connais pas, dans un terrain vague, t'es au milieu du noir, tu vois rien au début et puis ton œil s'habitue petit à petit et tu vois des formes tout autour de toi, tu vois des gens et tu vois des gros trucs et tu comprends pas exactement qu'est-ce que c'est, mais tu rentres dans un bruit qui est le bruit des générateurs qui en fait sont en train de chauffer le gaz pour les montgolfières. Donc c'est un peu étrange parce que tu
tu es vraiment dans un endroit que je dirais pas feutré, mais tu es vraiment au milieu du bruit et tu commences à voir qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure du temps qui se passe, tu vois qu'en fait, il y en a plein de montgolfières tout autour de toi qui sont encore dégonflées sur le terrain et qui sont en train d'être préparées. Et plus le temps passe, plus le bruit des générateurs se mêle à celui du gaz, parce qu'elle commence à être remplie de gaz pour s'élever. Et ton œil toujours commence à s'habituer de plus en plus. Tu as un peu de lumière qui commence à apparaître dans le ciel, donc tu n'as plus le ciel noir, mais c'est un ciel plutôt bleuté. Et les feux commencent à s'élever. Et ce qui est magique, c'est que du coup, ce terrain vague qui avant était dans le noir commence à s'allumer de feux qui s'allument de manière alternante. En alternance, oui. En alternance, voilà, merci pour la suggestion. Donc en alternance, et c'est super beau parce que tu vois qu'elles s'égonflent petit à petit les unes après les autres. Et puis tu vois finalement que ce terrain est géant et tu es au milieu de l'histoire qui commence. Et c'est là où finalement tu montes sur ta montgolfière. Où là aussi j'étais un peu snob, je m'étais dit mais c'est une montgolfière où il y a 20 personnes qui vont monter, ça va être un peu trop à mon goût. Mais finalement tu les vois pas les 20 personnes parce qu'elle est faite d'une manière où tu es assez séparé. Et là tu montes et tu commences à voler sans que, en fait, très doucement finalement, tu te rends même pas compte que tu commences à voler. Et là c'est vraiment d'une douceur incroyable. Tu te retrouves dans les airs, tu es dans le silence presque total, sauf les feux qui évidemment envoient le gaz dans la montgolfière pour la faire monter et descendre. Et en fonction du vent, de voler plutôt à droite, plutôt à gauche. Et finalement, tu restes dans les airs 1 heure dans ce lieu complètement feutré, magique, où, comme dans mon cas, tu as au début la lune, la pleine lune d'un côté, et quand le ciel commence à devenir un peu rose, au final, tu as le soleil qui montre exactement à l'opposé, rouge, un feu, et c'est juste magnifique. C'est une expérience vraiment très très belle, et c'est là où d'ailleurs j'ai découvert que la montgolfière peut être conduite seulement en la faisant monter et descendre en fonction de combien de gaz tu donnes au ballon. Mais en fait, il n'y a pas de volant. Sur place, non, il n'y a pas de volant. Non, mais en fait, pour changer de direction, tu changes d'auteur parce que les vents sont en différentes directions en fonction de la hauteur. Et donc, en changeant d'auteur, tu changes aussi de direction. Mais alors, comment ça marche ? Ils prennent un bulletin météo avant de partir et ils font une feuille de route ? Comment ça fonctionne ? Ben, ça fonctionne justement comme tu viens de le dire, parce que tu ne sais pas si tu peux faire ton vol jusqu'à 8 heures du soir d'avant, parce qu'ils ont le bulletin météo le plus précis juste à cette heure-ci. Mmh. Et du coup, plus ou moins, ils savent que le jour d'après, il y a le tel vent qui va dans telle direction, à telle hauteur, et ainsi de suite. Et du coup, le pilote, qui est un peu expérimenté évidemment, sait qu'il va partir du point A et plus ou moins, il va descendre au point B. Mais comme il est en contact avec l'équipe de terre tout le temps, finalement, il leur dit, bon, j'avais prévu le point B d'atterrissage, c'est plutôt le point B, entre le B et le C. Et du coup, l'équipe de terre vient te chercher là où finalement tu vas atterrir exactement. Mais tout s'est fait d'une manière, encore une fois, très douce. C'est l'éloge de la lenteur, en fait, parce que t'as pas de bruit. C'est ça, exact. Et tu sens même pas que tu quittes le sol. Non. Et tu te rends pas compte en fait, ni quand tu montes, ni quand tu descends juste dans la douceur de l'air. T'es même pas, tu vois, les vents ne sont pas forts, parce que moi je m'imaginais que ça allait un peu secouer ou ça allait être un peu rude par moment. Et en fait non, je me suis sentie un oiseau. Et tu sais pas exactement où tu arrives, c'est ça la particularité du voyage en montgolfière. Moi j'ai eu la chance d'en faire en Finlande. Et c'est effectivement ce qui surprend, c'est la douceur, le calme quand tu es dans les airs. Tu entends juste le bruit du gaz et de la flamme
qui gonfle le ballon, c'est tout. En fait, sauf si t'as un absolument Français aucun à bruit. côté qui peut pas s'empêcher de la ramener. Oui, mais en général, on n'est pas très nombreux dans la nacelle. Hein. C'est vraiment des petits groupes. Moi, quand j'ai fait ça, on était 3, hein, si tu veux. Donc, ça allait. C'est quand même assez calme. Et on ne sait pas où on va atterrir exactement. Donc, on se laisse porter par les vents. Alors, évidemment, le pilote a une certaine maîtrise quand même C'est mieux. de l'engin et puis du terrain. Donc, on sait à peu près dans quelle direction on part. Et on se retrouve dans un champ, enfin nous en l'occurrence c'était un champ de neige puisque c'était au printemps en Laponie. Et tu te poses là, au milieu de nulle part, le mec il a sa radio, il appelle son associé qui vient te chercher avec le camion, tu replies le ballon et tu repars. Voilà. Exact. Et c'est assez génial, c'est vraiment un truc à pratiquer au moins une fois, quelle que soit la région dans laquelle on se trouve, parce que c'est vrai qu'on découvre le paysage d'une autre façon, c'est pas de l'hélicoptère. C'est pas de l'avion, l'hélico ça fait du bruit, c'est pas très confortable. Ça peut aller vite, ça peut être aussi en stationnaire, mais c'est pas confortable. Il y a plein de vibrations, il y a du bruit, c'est pas. Alors que là, on a vraiment l'impression effectivement d'être un oiseau. C'est vraiment à faire, ouais. Alors vraiment le ballon, silence c'est quelque qui chose est- de. Le ballon, Alors, oui, le vas-y ballon, Tom. c'est quelque chose d'iconique. C'est quelque chose d'iconique ici à Melbourne. C'est-à-dire que tous les matins, dès qu'il fait beau, on a les montgolfières qui survolent Melbourne. Tous les matins. Ah oui. Par contre, c'est assez cher, c'est 500-600 $ par personne. Ils font le petit-déj au champagne. Et Ah ouais. ils Nous aussi. démarrent de la Yarra Valley à 4h du matin, même rythmique, et ils atterrissent au niveau de l'école de ma fille. Dans D'accord. le parc. D'accord. Donc, et ça arrive je vais pas dire très fréquemment, mais assez régulièrement. Ces derniers temps, il y a eu quelques accidents où ça atterrit dans les jardins. Moi, la fois où j'avais été les voir atterrir, ils s'étaient pris les lampadaires. Mais c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super beau, quoi. Et je suis un gros fan. C'est-à-dire que dans l'appartement dans lequel je vivais avant, tous les matins, quand je me levais, j'avais 3, 4, 5, des fois même 6 montgolfières qui passaient devant mes fenêtres. C'est beau. Même qui rasaient ma terrasse. C'est-à-dire que je voyais les gens, ils étaient là, on va toucher. Non, t'inquiète pas, ils vont te jeter, ça va s'alléger. Non, c'est vraiment, ça fait partie des choses iconiques qui sont ici à Melbourne. Et il y a un festival, et d'ailleurs on fera un sujet pour la Grande Plage, on fera un sujet sur les montgolfières, puisqu'il y a un festival gigantesque dans le Victoria, où il y a des centaines de montgolfières qui décollent. Puis en c'est même temps. beau, c'est magnifique à regarder. Ouais, je trouve ça Même poétique. depuis la Moi, Terre. j'adore. C'est poétique, ouais. Nous, on va voyager aussi dans quelques minutes puisqu'on va partir en bateau. Vous vous souvenez très certainement du podcast qu'on a fait il y a quelques mois maintenant avec un navigateur qui s'appelle Arnaud Guest. Oui, exactement, qui est parti pour son tour du monde. Exactement. Ça y est, il Donc y est, c'était l'an En dernier. solitaire. C'était en septembre dernier. Vous pouvez d'ailleurs réécouter le podcast qui est disponible sur notre site La Grande Plage et sur toutes les plateformes. Arnaud est parti au tout début du mois de septembre, le 4 septembre exactement. Il a pris la mer pour un long voyage qui va durer entre 6-9 mois, peut-être un petit peu plus si vraiment il voyage très lentement. C'est un tour du monde en solitaire et sans assistance dans le cadre de la GGR, la Golden Globe Race, qui est une course mythique qui a démarré pour la première fois en 1968. Arnaud, on le suit de près, donc depuis son départ, depuis un mois maintenant. Il est pas très bien parti dans un premier temps puisqu'il était dernier de la course. Il est monté vers le nord. est monté vers on le n'a pas nord compris. avant de redescendre. Il faut savoir qu'au moment du départ de la course, il y avait une grosse dépression qui risquait de les mettre à mal dans leur parcours. Donc les navigateurs sont repartis un peu vers le nord avant de redescendre. Lui, il est vraiment parti très très au nord, donc il s'est retrouvé bon dernier. Il est toujours Bien. dernier, mais il se rapproche du reste de la flotte. Exactement. Alors là, où est-ce qu'il se trouve? Il est a au large de la Corne de l'Afrique, Mm. parce que il y a effectivement une application où on peut suivre les bateaux. Eux ne savent pas autrement qu'avec les instruments type sextant ou autre où ils se trouvent, puisqu'ils ne sont pas équipés de technologie sur cette course. Et ils ont pas de GPS, Non. ils ont rien. Non, Enfin, ils en ont un dans leur coffre en cas En cas de gros problème, problème. évidemment, mais ils n'ont pas le droit de s'en servir. s'ils s'en servent, ils sont disqualifiés. Exactement. Donc ils ont une VHF Et c'est à peu près tout. Et le reste, et un sextant pour c'est faire une ton navigation point. au sextant. Voilà.
Et donc là, il est au niveau de la Corne de l'Afrique. Il faut savoir qu'il y a déjà eu quelques abandons, parce qu'il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Il y a eu quelques avaries techniques déjà et un naufrage. sur les bateaux. Un naufrage assez curieux d'ailleurs. On aura à peut-être le fin mot de Lanzarote, l'histoire. dans une réserve naturelle. Et un bateau qui s'est échoué sur la caillasse. Donc Arnaud, on le suit de près. On a réalisé un petit reportage à quelques heures du départ. On était sur le ponton du Vendée Globe avec lui. Bon Arnaud, ça fait quelques mois qu'on s'est vu maintenant. Il s'est passé quoi depuis ces 6 derniers mois dans la préparation de ce beau projet qu'est la GGR? Il s'est passé 1000 choses. Dans la préparation, alors déjà on a préparé le bateau, on a trouvé le financement, les 2 derniers mois ont été pour trouver la fin du financement. Donc très actif là-dessus et puis il me manquait des sous. Et on a réussi à trouver le financement et c'est vraiment une grande chance. Donc on est au départ. Là on est dans la finalisation du bateau. Puisqu'au final, on a encore pas mal de choses à faire sur le bateau. Là, il faut que je gère les cartes. Je n'ai pas géré encore toutes les cartes. On a un approvisionnement de nourriture aujourd'hui, ce matin, de frais. C'est le dernier approvisionnement. On a rempli déjà le bateau en tout ce qui est boîte de conserve. Puis après, on a plein de choses à voir sur le gréement, plein de petits détails à revoir. On sent comment justement psychologiquement à 2 jours du départ, il y a du stress, il y a au contraire une certaine distance comme tu le disais, peut-être par rapport à certains problèmes à régler en toute dernière minute. Alors non, moi j'ai réglé des problèmes, peut-être 30 problèmes, gros problèmes par jour depuis un mois et j'étais dans l'action. Dans l'action. J'ai pas eu le temps de me poser, sauf hier soir 5 minutes, et du coup j'ai eu un petit peu d'émotion, mais je suis retourné dans l'action immédiatement après. Donc je pense que je vais me prendre 3 heures avant le départ pour y réfléchir, et là je vais bien savourer. Mais ça va être très émotionnel. Mais là je suis vraiment dans rien oublier, avoir le maximum de préparation. Et puis je suis très sollicité partout, donc on a des obligations au début de course, des briefings, des journalistes aussi, des gens qui nous demandent des signatures, ils ont raison. Donc tout ça il faut faire en même temps, et en même temps il faut des trucs tout bêtes. J'ai consommé un peu de silicone, il faut que je le remplace, j'aurais peut-être besoin de silicone pour le départ. Est-ce que j'ai assez de dentifrice pour partir? Si je rationne le dentifrice, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire la course. C'est juste les goélands vont avoir du mal à me suivre, quoi. Mais tout ça, c'est il faut faire le tout pour qu'on ait le maximum de facilité après pendant la course. Alors je sais pas si vous vous souvenez de notre première rencontre avec Arnaud, qui est quelqu'un de très souriant, très jovial. Là on le sentait vraiment très concentré sur la course, presque fermé, un peu tendu. En fait il commençait presque à rentrer dans une sorte de méditation, parce que c'est vrai que le départ de cette course, et il l'a expliqué après, en fait c'est très particulier parce qu'il y a une rupture très nette entre le moment du départ où là il y a des milliers de personnes qui sont sur le long du chenal, c'est très beau, très émouvant. Et là, ils se retrouvent en mer, seuls, en une fraction de minutes, et ils savent qu'ils ne verront plus personne pendant plus de 6 mois, quoi. Donc c'est vraiment un cheminement très particulier sur le plan psychologique. Il l'explique parce que en fait, ils ont sur cette course 3 stops. Où ils rencontrent les bateaux de la course qui s'assurent malgré tout qu'ils vont bien, qu'il n'y a pas de difficultés. Et donc, ils ont 3 points d'arrêt, le premier étant aux Canaries, où Arnaud s'est arrêté et a fait part de cette émotion qu'il a ressentie en remontant le chenal des Sables d'Olonne, où c'est vrai que c'est une fête, c'est quelque chose d'assez incroyable, donc ils sont tous acclamés. Et il expliquait que ce qui est très drôle, c'est que en un instant, il n'y a plus rien. Tu quittes le port et t'as plus que l'immensité et tu sais que ça va durer des mois. Et donc, ils fractionnent après dans leur tête. Ils disent, il y a d'abord les Canaries, après il y a Cape Town, ensuite il y a l'Australie où ils s'arrêtent et ils font des étapes pour pouvoir tenir. Et tu as une idée à peu près de la date? Alors, il faut de l'heure, tu veux l'heure exacte? Alors, contrainte de course qu'on a apprise, c'est qu'il faut absolument qu'ils y soient rendus avant le 31 janvier, sans quoi les conditions pour passer le Cap Horn ne sont pas favorables, et quelque part ils sont disqualifiés, le bateau doit rester au Bart et repartir plus tard. Donc la contrainte, c'est de passer à ce stop avant le 31 janvier de 2023. Et vous pouvez, d'ailleurs, il y a une application qui a été montée par la course, parce que nous, on peut suivre les bateaux, et c'est une application qui s'appelle YB
Races. Et vous pouvez suivre la course en direct, vous chargez Golden Globe Race et vous avez tous les concurrents et les points d'étape. Et on vous tiendra au courant de l'évolution de la course et du parcours d'Arnaud dans les prochains épisodes de La Grande Plage. On part à présent en Australie avec toi, Thomas, là où tu te trouves, à Melbourne. Tu veux nous emmener où, là, aujourd'hui ? Melbourne est très connu et reconnu pour tous les festivals que Melbourne organise. Donc pas seulement Melbourne, toutes les petites villes autour. Et là, je me suis fait un petit stop à St Kilda, qui est en bord de mer, qui est assez connu des Melbourniens et également de tous les Français qui se rendent ici à Melbourne. C'est un peu l'endroit assez sympa où on peut manger, etc. Et il y avait un concert qui était organisé qui s'appelle le Southside Live. On est en plein hiver. Il faisait un froid horrible, le vent tapait, limite de la pluie, une lumière ignoble, il faisait gris. J'ai détesté cet hiver, c'est-à-dire que vous étiez en train de cramer, nous on était en train de se les cailler sévère, et donc on tombe sur cet ovni, une scène un peu limite un peu dans la boue, quoi. Il y a un petit côté Woodstock. Donc au début j'étais avec mon petit recorder et tout ça, je me dis ouais ça va être sympa, j'enregistrais des groupes, donc premier groupe ça passe pas du tout, donc je vous le fais même pas écouter, et le deuxième assez sympa, c'est une fille qui chante, une nana qui s'appelle Adalita, qui est connue comme chanteuse du groupe de rock australien qui s'appelle Magic Dirt, et depuis quelques années elle se joue une carrière solo, je vous la fais écouter. Alors, il faut savoir que cette chanteuse, c'est un peu une icône ici en Australie, puisqu'elle a été nominée plusieurs fois, notamment par l'Australian Recording Industry Association. Il y a un petit côté Linda Ronstadt, je trouve, dans la voix. Ah ouais, exactement. Elle dépote sur scène, c'est super fait. C'était une belle petite surprise, j'ai eu de la chance en fait. Et du Sheryl Crow dans le style. Exactement. Et tout ça, je trouve... Enfin voilà, c'est très australien et c'est ce que j'aime dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas du tout cet effet star system, c'est-à-dire qu'elle avait une interaction avec le public, c'était limite un concert privé quand on était, si on était 60, c'était le bout du monde. Et en fait, on découvre que c'est une chanteuse très connue en Australie. Elle a fait des BO. Elle fait également du comment on appelle ça, du mentorat. Elle apprend, elle donne des cours de musique. Mentorat, c'est ça exactement. Elle fait de la photo. C'est une grande fan de la photo. Et là, elle va reprendre justement avec son groupe de chœur qui s'appelle Magic Dirt. Allez, je vous fais écouter un deuxième extrait d'Adalita. Ah, c'est chouette, hein. C'est très sympa. C'est très sympa. Il y a vraiment un petit côté Sheryl Crow. Hein. Ça, ouais, carrément. Et ce que je trouve vraiment très agréable en fait dans cet esprit toujours australien, c'est que ça c'est gratuit. C'est-à-dire que vous êtes avec votre vélo, vous vous baladez et vous découvrez ce groupe et vous payez pas et vous découvrez qu'en fait la chanteuse c'est une icône du rock australien connue par tous. Et la particularité de l'Australie, c'est que même en hiver, puisque les saisons sont inversées, là vous étiez en hiver ces derniers mois, même en hiver il y a des festivals à l'extérieur, il y a des concerts en plein air, il se passe des choses dehors également, c'est-à-dire que vous en tout cas à Melbourne et dans les environs, vous êtes aussi en extérieur en hiver, et peut-être plus que nous ici en Europe. Ah mais exactement, et en fait c'est ce qui m'a marqué lorsque j'ai fait mon retour en France pendant un mois, c'est cette habitude en fait de passer tout son temps dehors, on passe notre temps dehors, on n'est jamais à l'intérieur, et il y a toujours quelque chose, alors ça va être, je voulais en parler, mais on avait festival sur le vin et le fromage, on a le festival sur la bouffe italienne, puisque la communauté italienne elle est gigantesque ici à Melbourne, et donc tout est tourné vers l'extérieur, donc dans les marchés, etc. Il y a quasiment aucun événement qui se passe à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un plaisir de pouvoir passer son temps dehors tout le temps. Et il y a quelques semaines j'ai rencontré aussi la maire de Melbourne, Sally Cap, avec qui j'ai discuté et j'ai joué un peu
Je lui dis Melbourne, c'est quand même la ville la plus agréable au monde, même si on n'est plus dans le top numéro 1. Vous n'êtes pas chauvin dans le du top tout. 10. Pas du tout. Et en fait, coup de bol, c'était une interview pour la radio pour laquelle je travaille qui s'appelle SBS. Et elle me dit ça tombe bien parce que la veille, on vient d'être élu la ville la plus touristique d'Australie. Et ce qui se passe, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que Melbourne, je fais le crochet, mais vous allez voir où je veux en venir. Melbourne reçoit la Formule 1, reçoit le tennis, on a plein de festivals musicaux, bouffe, etc., culturels, plein de manifestations, plein d'expositions avec le National Victoria Gallery qui se trouve à Melbourne. En fait, ils se rendent compte, Sydney, qu'ils sont à sec d'événements. Ils n'ont pas d'événements majeurs internationaux, ils n'ont pas d'événements culturels à part l'opéra de Sydney et le pont. Ils sont un peu à sec et ils se rendent compte que d'un point de vue touristique, c'est bien la plage Bondi qui est super connue, mais ça a ses limites en fait. Ça suffit pas. Il faut autre chose. Melbourne est en train de vraiment devenir un peu la capitale culturelle d'Australie et c'est vrai que c'est agréable de vivre dans cette ville. J'en parlais encore avec un Kiwi, donc un gars qui vient de Nouvelle-Zélande, puisqu'il s'appelle les Kiwis, les Néo-Zélandais, et il me disait c'est vrai que là il a été en Corée du Sud, là où sa femme vient. Il m'expliquait que c'est vraiment agréable de revenir parce qu'on a toujours cet aspect culturel. On a beau être 16 000 km de la France et on perd pas le lien avec la culture. Et ça, c'est l'essentiel. Merci Thomas, on va parler musique à présent et plus précisément... Série, on est tombé sur une série qui nous a beaucoup plu ces dernières semaines, une série de Canal+, qui est actuellement disponible sur MyCanal. La série, en fait, elle s'appelle OVNI, elle a été diffusée au printemps dernier, si ma mémoire est bonne, sur Canal. Elle est disponible actuellement sur MyCanal. C'est une série qui raconte l'histoire d'un astrophysicien qui travaillait au CNES. On est, alors si on resitue un petit peu dans l'histoire, au tout début de la conquête spatiale européenne. C'est avant Ariane. Le CNES essaye de lancer des fusées. Alors évidemment, au départ, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Et ce fameux scientifique, on lui reproche d'être à l'origine d'un accident d'une fusée qui décolle mais qui explose en vol. Et ce type-là se retrouve au placard dans un service qui a été créé tout récemment à l'époque, qui s'appelle le GEPAN. Alors c'est un service qui existe réellement. C'est une particularité française d'avoir un service pour tenter d'expliquer scientifiquement des phénomènes observés qui sont sur le papier inexplicables. C'est l'histoire de ce gars qui est hyper rationnel, mais qui a aussi des rêves, qui a son propre parcours de vie et qui se retrouve placardisé dans ce service. Et les créateurs de la série sont assez jeunes. C'est 2 anciens étudiants de la FEMIS qui ont eu l'idée il y a 7-8 ans. Ils ont 30 et 36 ans, donc ils ont replongé l'histoire, c'est ça qui est formidable, dans les années 70. Donc ce sont les studios de la RTBF qui servent de décor au CNES. Il y a une couleur... Sur le plan de l'image et des décors, c'est absolument magnifique. C'est hyper saturé, mais c'est assez joli. Les acteurs, il y a une distribution qui est formidable. Vous avez Michel Villermoz qui a un rôle... à mourir de rire, et cet astrophysicien qui déboule là-dedans. Qui est interprété par Melville Poupeau, qui est absolument extraordinaire. Géraldine Pellas également. Alice Taglioni, Jonathan Lambert. Oui. En fait, c'est une série qui est drôle, qui est burlesque, qui appelle au rêve également, puisque ces différents personnages qui travaillent au GEPAN sont confrontés à des phénomènes inexpliqués. Et des phénomènes inexpliqués, en fait, il y en a plein. Et donc, ils tentent de trouver des réponses plus ou moins rationnelles à ces phénomènes-là. Et ce qui est formidable également dans cette série, en plus d'être drôle, c'est que la bande-son est absolument géniale. Elle a été en partie composée par un artiste de musique électronique récent qu'on a déjà évoqué ensemble, qui s'appelle Tilassine. Et pour d'autres morceaux, ils sont ressortis de l'histoire et datent des années 70. Et donc, on va vous faire un petit jeu. Vous allez deviner si c'est vintage ou moderne, et vous allez voir, Tilassine a fait un truc génial. Il s'est enfermé en Suisse dans le musée du synthétiseur pour recréer des sons de l'époque. Donc le jeu, si vous le voulez bien, c'est moderne ou vintage. Et on commence par quoi ? On commence par... On va mettre celui-ci. Alors vintage ou moderne ? Moderne. Alors Chiara dit vintage et Thomas moderne. Bah non, en fait c'est moderne, c'est Tilassine qui a composé cette musique pour la série.
Chiara, Moderne ou vintage? alors? Vintage. Moderne. Eh Chiara, t'as bon, savez-vous qui c'est? C'est Jean-Michel Jarre. Ah voilà. Avec le titre Zéro Gravity. On y revient, Voilà. Chiara, Jean-Michel Jarre. ouais. T'en parlais il y a pas longtemps. Chiara qui est fan en plus. C'est un signe. Complètement fan. Jean-Michel Jarre qui a joué un rôle très important dans la vulgarisation de la musique électronique, qui était dans les années 70 une musique assez élitiste, ça restait très conceptuel et c'est vraiment lui qui a amené la musique électronique auprès du grand public et qui a permis à plein de groupes après d'éclore. Je pense notamment à Air, à Daft Punk et à plein d'autres. Ah, Thomas doute. Vintage, moderne, Thomas, Chiara? Vintage. Vintage et toi, Thomas? Ah, J'ai pas il dit a encore besoin de moderne. plus. Ça fait un peu le disque rayé, mais. Bah oui, c'est moderne. C'est Tilassine qui a signé cette musique additionnelle pour la série. Vintage, Thomas? Si vous me Vintage. dites que ça c'est moderne, j'y crois pas. Eh Effectivement, c'est vintage. C'est François de Roubaix. Vintage. Vintage ou moderne? Moderne. Vintage. Vintage pour Thomas? Moderne pour Chiara. Bon, bah, c'est vintage. Le sifflet du baron, c'est Bernard Le Estardi. Exactement, le sifflement c'était direct vintage. Ouais, Ça fait le penser à sifflet du Pierre baron. Richard et tout. Et en fait, c'était le générique d'une émission présentée par Jean-Pierre Foucault sur RMC dans les années 70. Une musique qui a été composée par Bernard Estardi, le célèbre ingénieur du son et arrangeur à qui l'on doit notamment le mythique studio CBE. Moderne aussi. Moderne? Oui, bonne réponse Moderne. à vous deux. Morceau de Tilassine qui s'appelle The Team, qui figure aussi dans la bande originale de la série OVNI, qu'on vous conseille donc vivement de découvrir, ainsi que la BO qui est disponible d'ailleurs sur le site Spotify. Voilà, il y a une playlist avec tous les titres qui sont assez incroyables. C'est On vous les génial. fait pas tous écouter évidemment parce que ça durerait trop longtemps. Allez l'écouter, Mais c'est vraiment très chouette si vous aimez un peu l'électro. l'électro et ça vous fait vraiment voyager dans le temps, c'est très chouette. Merci pour ce cadeau parce qu'on vient de me filer des codes Canal et je vais pouvoir en regarder. Et ben voilà, c'est formidable. Ça fonctionne Canal en Australie? On passe à autre chose. Voilà. Merci, c'était sympa de se retrouver. Merci le VPN. Merci les amis, merci d'être passés faire un tour sur la grande plage, c'était chouette. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. On replie les serviettes et on file au resto. Pas trop de sable s'il te plaît dans la bagnole. Merci. Ouais. On évite. À très vite les amis, salut. Ciao.